Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Paula Jacques pour son livre « Mon oncle de Brooklyn » paru aux éditions Flammarion. Paula Jacques, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous recevoir. Vous avez été longtemps journaliste à France Inter, animatrice pendant, je crois, une vingtaine d'années de l'émission Cosmopolitaine. Vous êtes né au Caire et l'essentiel de votre œuvre portait sur les Juifs d'Égypte, dont Déborah et les anges dissipés chez Mercure de France, qui avait, c'est le livre qui avait eu le prix féminin. Effectivement. Alors, cette fois, ce sont toujours les Juifs d'Égypte, mais transportés à Brooklyn. Pourquoi oui. Brooklyn ? Bon, alors, vous savez, pourquoi j'en sais rien. J'ai écrit auparavant un petit roman pour la jeunesse qui se passait en Virginie du Sud, et ça se passait sur une plantation, et c'était consacré à l'histoire de l'esclavage. Bon, ensuite, je sais pas pourquoi, en tout cas, je suis partie d'une chose, c'est que le plus jeune frère de ma mère, effectivement, qui s'appelait Maurice, au Caire était un playboy, vraiment. Et puis, dès qu'ils ont été chassés, expulsés par Nasser et qu'ils se sont retrouvés à Brooklyn, il est devenu juif ultra-orthodoxe. Donc déjà, ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de faire ça. Et puis, une dame m'a raconté ce qui s'était passé chez eux, justement, chez ces juifs orientaux, qui s'apparente au début de mon livre, c'est-à-dire un homme trop religieux, qui veut respecter la tombée du Shabbat, qui songe pas à éteindre sa chaudière, et sa maison explose. Donc je suis partie de là, et évidemment j'ai encore exploré les Juifs d'Égypte, mais cette fois-ci une partie de cette famille totalement inconnue, puisqu'en Égypte, c'était des Juifs du Kippour. Et là, je fais connaissance, enfin, ma narratrice fait connaissance avec des Juifs américains devenus américains ultra-orthodoxes, quoi. Alors, votre oncle, que vous appelez dans le livre Marco, après des menus jobs, rachète une gargote de fish and chips et en fait une boutique de fringues à l'enseigne de tout à $1. C'est pas vraiment l'oncle d'Amérique rêvé, parce qu'il est dans un quartier assez pauvre. Ben, enfin, lui, mais en tout cas, les autres juifs réussissent bien. Hein. Et dans mon livre, mon oncle est soutenu financièrement par son beau-frère, qui s'appelle lui Shehata, Sami Shehata, et qui est extrêmement riche et qui aide sans arrêt son beau-frère, en quelque sorte. Donc, mon personnage, mon oncle, est un peu malheureux, un peu plaintif. J'ai imaginé ça comme ça, mais au fond, j'aurais pu faire un homme très riche. Mais je ne voulais pas. Je voulais qu'il traverse un peu les tourments de Job sur son fumier, quoi. Et alors, le New York dans lequel vous nous plongez, c'est un New York aussi de tensions raciales, de violence et de vie trépidante. C'est là que Eva, le personnage principal du livre, va débarquer à New York. Voilà. Et en fait, le climat de violence raciale, c'est en permanence, hein. C'est-à-dire que j'ai situé l'affaire en 89, parce que je voulais que la narratrice, qui a beaucoup de moi, soit encore jeune. Je voulais que l'oncle en question soit encore jeune. Et donc, j'ai choisi à l'année 89, parce qu'il s'est produit exactement la même chose que pour George Floyd. Un massacre affreux, la ville en ébullition, des pillages en 89. Et c'est d'ailleurs c'est pour cette raison que mon personnage principal, l'oncle, ne parvient pas à regagner à temps chez lui sa maison avant la tombée du Shabbat, à cause des embouteillages dans New York, à cause d'une énorme manif. Donc, même aujourd'hui, vous voyez, on pense que ça s'est arrangé, mais encore il y a 3 jours, il y a eu cette atmosphère comme ça d'émeute à la suite d'un assassinat d'un Noir par un policier. Voilà, donc on peut dire que c'est une situation malheureusement d'actualité tout le temps, quoi. Et là, vous retrouvez la famille, toute la faune judéo-égyptienne. Je crois vous avoir raconté déjà parce que je vous ai reçu dans le passé pour plusieurs livres, je vous ai déjà raconté que le regretté Raymond Sicurel m'a accueilli un jour à l'Enio en disant « Nous avons le féminin ».
Alors, j'ai demandé, mais qui ça, nous? Il m'a dit, les Juifs égyptiens. Et il m'a dit aussi qu'il se retrouvait dans vos livres parce que c'était à la fois, comme les Juifs égyptiens, cruel et drôle. Écoutez, j'adore, je ne sais pas si vous me l'avez déjà dit, Shlomo, mais j'adore cette histoire. C'est vraiment, ça me fait penser au personnage de Cohen. Vous savez, les manches-clous, nous. Voilà, donc, vous savez, les valeureux, là, ils arrivent à la Société des Nations pour retrouver Solal, et ils sont tellement fiers de leur Solal, c'était comme si c'était le président de la Société des Nations. Donc voilà, je crois que je les aime tellement, mes Égyptiens, effectivement, ils sont dans tous mes livres, et je vois qu'ils me le rendent. Donc ça me fait très plaisir. Alors le personnage est comme vous, il est pas comme vous, il est pigiste à France Culture et il collabore à Jeune Afrique où elle propose des portraits et vous dites à un moment donné, Toni Morrison, c'est une des personnes dont vous allez faire le portrait, et on va en parler, mais vous dites chacun, vous la citez en disant chacun son interlocuteur, charmer son interlocuteur est une des ficelles du métier. Oui, c'est-à-dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette jeune femme... C'est comme ça que vous voyez le journalisme? Bah, absolument, il faut plaire à l'interlocuteur. Vous voyez, pour venir vous voir, par exemple, je me suis maquillée beaucoup plus que d'habitude. Vous êtes très bien. Non, mais ça fait partie, il faut le séduire, parce que vous savez, ces célébrités reçoivent des tonnes de gens, alors il faut leur paraître plaisant, quoi. Alors, vous vivez à 100 à l'heure, enfin, quand je dis vous, c'est votre personnage, il vit à 100 à l'heure à New York, comme tout le monde, et vous parlez, en citant Céline, d'une ville debout, oui, à propos de New York, et vous ajoutez que, quand même, parce qu'il faut prendre ses distances, c'est un grand écrivain, s'il en est, et un sale type avéré. Absolument. D'ailleurs, Céline, mon premier chien, enfin mon deuxième chien que j'ai vraiment adoré, je l'avais appelé Céline dans un mélange antagoniste, à la fois d'admiration pour l'écrivain et d'exécration pour le sale type qu'il était absolu, parce que pendant l'occupation, il écrivait je ne comprends pas pourquoi nos soldats n'étripent pas, n'égorgent pas, n'assassinent pas les juifs, quoi. C'était des choses, c'est un abominable, c'est un grand génie de la littérature. Et donc je trouvais très très amusant quand j'étais avec mon chien, de le tenir en laisse, de le siffler en disant « Céline, Céline ». Couchez Céline. Alors, à propos de Céline, vous racontez une interview d'Arletty. J'ai été très attentif parce que je vous l'ai dit hors antenne, c'était ma voisine. Et cette interview, elle vaut son pesant de cacahuètes. Si vous me permettez, je vais en lire quelques lignes. Allez-y, allez-y. Arletty, figure mythique du cinéma français que j'ai eu le privilège d'interviewer pour France Culture, éperdu d'admiration, j'avais sonné timidement à la porte de son appartement situé rue Rémusat, elle était au-dessus de chez moi, non loin de la maison de la radio. Elle m'avait ouvert sans s'enquérir de mon nom, preuve que j'étais attendu, son visage encore parfait s'entourait d'un bandeau à la Simone de Beauvoir et ses mouvements étaient étonnamment précis pour une aveugle alors qu'elle poussait les portes de son salon. Elle m'a désigné un fauteuil. Chacun des murs de la pièce s'ornait d'affiches de ses films et de photos de son insolente jeunesse. L'entretien a commencé par ses souvenirs d'enfance, gouailleurs et impertinents à souhait, je buvais du petit lait, et s'est poursuivi par l'évocation de sa fabuleuse carrière d'avant et d'après-guerre. Assise très droite, elle me dévisageait en souriant, comme si ma figure qu'elle ne pouvait voir lui était agréable. Je l'interrogeais sur sa relation avec Céline, l'écrivain, dont une photo encadrée occupait le dessus de la cheminée. C'était un homme calomnié et persécuté à cause de son génie. Il a essayé plusieurs fois de se suicider. Vous ne le saviez pas? Émotion et larmes captives de ses yeux éteints, puis changement d'atmosphère. Atmosphère? Elle s'est répandue en féroce diatribe contre les Juifs à la tête du cinéma, de la presse, du gouvernement, de François Mitterrand. Au lieu d'arrêter le magnéto, j'ai rapproché le micro de sa bouche haineuse. Madame Arletty, je suis juive. Ah, vous êtes juive, c'est bien, c'est très bien. Ah oui, qu'est-ce qui est si bien? D'avoir le courage de l'avouer. Et vous ajoutez,
En revanche, le courage avait manqué à mon producteur au point d'amputer de mon entretien tout ce qui pouvait fâcher. Et vous vous vengez un peu en publiant ce portrait, Bon, qui est je peux le dire parce que, encore une fois, elle était ma voisine, il est très réussi, votre portrait, Oui, parce que mais vous savez, moi, j'ai jamais été chez elle, mais Oui. je la croisais dans l'ascenseur. Mais je l'ai pas inventé, hein. Ça s'est passé exactement comme ça. Et donc j'ai cette réponse enregistrée sur. Mais vous savez, moi je suis arrivée, je savais qu'elle avait été antisémite et tout, mais je m'attendais pas à ce que cette haine des Juifs demeure si longtemps après en elle, quoi. Ça, je comprenais pas, parce que cette vieille dame qui était si jolie, enfin, si belle, Oui. si drôle, Oui. si charmante, comment Oui. pouvait-elle encore contenir autant de haine en elle? Je comprends pas, je comprenais pas. C'est terrible. Ouais. Enfin, le portrait est très réussi. Alors, vous ne perdez pas au passage les bons vieux adages de votre mère. Oui. Et, selon ma mère, jamais à court d'une métaphore, l'amour est comme l'argent. Difficile à trouver, facile à perdre. Oui. Alors, dans ce livre, Shlomo, vous connaissez donc mes livres. Généralement, ma mère, qui occupe une grande place dans mes livres, est une mère pas très maternelle. Assez indifférente. Là, j'ai voulu faire une mère pour changer, aimante et possessive à la fois. Et évidemment, dans mon livre, c'est une femme qui aime pas beaucoup les hommes et qui comprend vraiment pas pourquoi sa fille est une grande amoureuse. Elle piche pas, elle dit voilà. Donc il y a un rapport entre elles. Autant la mère est une femme froide un peu, autant la fille est une grande amoureuse. Et ça occupe une grande place dans le livre. Alors Paul Jacques, disons les choses. Vos livres sont souvent d'inspiration autobiographique. C'est le cas dans celui-là aussi? Non. Écoutez, ce ne sont pas mes livres. C'est pas de l'inspiration autobiographique. Je mets beaucoup de moi. Si vous voulez, mon oncle n'a jamais fait sauter sa maison. Hein, jamais. Voilà. Si vous voulez, je me sers de fiction et autour de ça, je mets des éléments de moi. Je mets des sentiments de moi. Puisque c'est une journaliste, je vais mettre des éléments de ma vie. Bon, l'histoire d'amour, j'ai jamais rencontré un homme que j'aurais aimé qui écrivait un livre sur les rapports des Juifs et des Noirs. Alors, si vous voulez, c'est un mélange, mais par exemple, j'ai écrit des livres qui se passent à une époque où je n'étais même pas née, quoi. Donc, on peut pas dire que c'est de la biographie, mais il y a beaucoup de moi là-dedans. C'est-à-dire, c'est un mélange ce sont mes affects, mes blessures, mes traumatismes, et ce que j'aime que je mets dans mon livre. Mais c'est pas forcément ma vie, pas du tout même. Vous avez un mal fou à décrocher une interview de Toni Morrison. C'était tellement important pour vous d'avoir Toni Morrison? À l'époque, tout ça, c'est de la fiction. Toni Morrison, je l'ai interviewée quand j'étais à France Inter, beaucoup plus tard, quand elle a eu le Nobel, et on a eu des rapports absolument exquis. Mais donc, il fallait que j'ai un prétexte pour aller à New York, que la narratrice, donc, quoi de plus formidable que, puisque je veux mettre en équivalence le destin ségrégué des Juifs et celui des Noirs en Amérique, quoi de mieux qu'une journaliste juive qui vient interviewer une grande romancière noire. Ah, ça, c'est un dispositif du livre. Et c'est vrai que quelqu'un qui à l'époque, c'est la première femme noire à avoir un grand prix. Et puis ces livres provoquent vraiment une espèce de scandale parce que c'est extraordinaire. L'œuvre de Toni Morrison, dès le début, dès son premier livre, elle se fait attaquer parce qu'on déteste que cette femme qui écrit comme quelqu'un qui sort d'Oxford et qui ose prétendre dans ses livres que les Noirs n'ont pas un QI inférieur à celui des Blancs, ça fait scandale. Alors comme je voulais surtout traiter le problème du racisme et de la communauté de destin entre Juifs et Noirs à certaines époques, j'ai trouvé bien que c'était un chemin pour m'introduire dans les milieux noirs que l'interview avec Toni Morrison. Alors, vous avez beaucoup ramé pour avoir cette interview, mais finalement, il a vraiment lieu. Oui. Et vous n'êtes pas déçu? Non, pas du tout. Mais je fais traîner dans le livre parce qu'il faut que ma narratrice prolonge son séjour pour que l'histoire d'amour s'installe, pour qu'elle connaisse mieux sa famille. Et puis finalement, bien sûr que l'interview avec Toni Morrison va se faire. Et d'ailleurs, j'ai pris des éléments de choses réelles, et c'est un peu le point d'apnée du livre. Après ça, elle n'a plus beaucoup de raisons de rester à New York. En fait, ce livre court sur 12 jours en tout et pour tout, et pourtant il se passe beaucoup de choses, et ça va très 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 vite, un peu comme l'est cette ville, qui est tout le temps une ville frénétique, quoi.
Et pour quelle raison vous avez choisi, parce que tout le livre s'étend sur une dizaine de jours, de la fin de l'année 1989, pourquoi avoir situé dans le livre, dans cette année 1989 Parce en 89, je voulais, mon personnage, il faut que sa maison explose un jour de Shabbat, d'accord? Je voulais qu'il ne puisse pas rentrer chez lui. Donc j'ai regardé dans l'histoire, j'ai vu que le 1er septembre 1989, tout New York était bloqué par une énorme manif à cause d'un noir qui venait de se faire assassiner. Et j'ai vu également que l'atmosphère était très très dure à cette époque. Et c'est pour ça que je le situe en 89, en fait, hein. Alors il y a aussi des passages hilarants, mais ça c'est dans tous vos livres, et l'arrivée de votre mère, oui. L'arrivée de votre mère à New York, ça manque pas de sel, hein. Alors je ne m'attarderai pas non plus, dites-vous, sur l'hilarité générale quand ma mère, brandissant le formule d'accès au territoire américain. Bon, c'est l'époque où on disait, je ne sais pas si ça existe encore. Je ne suis pas communiste, je ne vais pas assassiner le président. Je ne vais pas assassiner. Alors elle déclare avec énergie, ma mère n'avoir nullement l'intention d'assassiner le président des États-Unis. En voilà une idée. Personnellement, elle n'a rien à lui reprocher. Bon, ça je l'ai inventé, mais elle en était capable, ma mère. Je vous raconte un autre truc très drôle à propos. Oui. Cette femme qui était froide était par ailleurs très très drôle. Nous sommes au cinéma, nous regardons avec mes tantes Les 10 Commandements, vous savez le film Le Péplum. Cécile B2000. Et ma mère, toute angoissée, qui se met à crier « Est-ce que tu crois qu'ils vont arriver à sortir du désert ?» Voilà. Et alors toute la salle se retourne, évidemment. C'était très drôle. Alors on va vous faire, et là on a un peu de temps, donc vous pouvez élaborer un questionnaire pour 9. D'accord, allons-y. Et alors, le principe est simple, êtes-vous ceci ou êtes-vous cela, et vous répondez, vous pouvez faire une phrase à chaque fois. Est-ce que vous êtes Polajak, Tolstoï ou vous êtes Dostoïevski? Dostoïevski, ma préférence. J'aime beaucoup Tolstoï, mais je le trouve parfois un peu lourd. Alors que Dostoïevski, c'est ses perversités, gentillesses, c'est un univers beaucoup plus trouble. Et ça me plaît davantage. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Hugo? Les deux, mon général. Les deux. Les deux. Êtes-vous Philippe Roth ou êtes-vous Saül Bellow? Philippe Roth, que je connais mieux que Saül Bellow. J'ai beaucoup aimé les livres de Saül Bellow, mais je ne rate pas un livre de Philippe Roth que j'adore. Bah, vous avez tort, parce que Saül Bellow a un humour ravageur, oui. Beaucoup plus que Philippe Roth. Et moi, je vois beaucoup de proximité entre ce que vous écrivez et Saül Bellow. Ouais. Eh ben alors, je vais vous dire un truc, Shlomo, vous n'allez pas me croire, mais j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit « Tu es notre Philippe Roth. Donc, appelez-moi, s'il vous plaît, Philippa Rota. » D'accord? D'accord. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Modigliani, parce qu'il a eu une fin tragique. Oui, il a eu une fin tragique. C'est une peinture, et sa femme aussi. Voilà, c'est une peinture peut-être plus facile d'accès que celle de Soutine. Donc voilà, mais c'est difficile de trancher. On peut aimer les deux, non? Oui, on peut aimer les deux. On peut aimer aussi Modigliani, un Modigliani qui ferait des yeux à ses personnages, oui. Parce qu'ils sont souvent oui, ils sont magnifiques. Mais ils n'ont pas de regard. Ils n'ont pas de regard, c'est vrai. Est-ce que vous êtes Rachi ou est-ce que vous êtes Maïmonide? Maïmonide, que je connais mieux d'abord parce qu'il était en Égypte, oui. Que j'ai lu Le Guide des égarés. Oui. Et que je suis très fière de lui, parce que là, je ne veux faire de mal à personne, mais lorsque des amis ashkénazes m'expliquent que pendant qu'eux étaient des grands génies dans de l'Est, nous étions encore dans les arbres, dans les cocotiers, je leur réponds que nous avons le grand Maïmonide en Égypte et qui nous cite quelqu'un du talent et du génie de Maïmonide dans les pays ashkénazes. Vous connaissiez la synagogue du Caire qui porte son nom, oui, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Qui était à Fostat, dans l'ancien. Dans oui. Je suis allée la voir. C'est une très petite synagogue,
assez petite, on dirait presque qu'elle est enfouie, et c'est dans un quartier maintenant où il y a pratiquement plus de juifs. Ce sont des coptes et des musulmans qui habitent ce quartier. Êtes-vous Brassens ou êtes-vous Gainsbourg? Brassens, définitivement. Ouais. Et pas Gainsbourg? Si, je l'aime bien, mais je préfère. Brassens, c'est un génie absolu. Chaque phrase, c'est un tel régal, la manière dont il manie les mots. Oui. C'est un poète qui nous fait aimer la poésie à travers la musique. C'est merveilleux. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Facebook, hélas. Pourquoi, hein? Bof. Ça prend beaucoup de temps et finalement, et puis on étale tous un peu nos vanités. J'ai fait ça. Je me reproche parfois de le faire, mais bon. Ça, c'est valable pour les deux, non? Oui, mais Twitter, non, pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes réseaux sociaux, mais avec un sens de la culpabilité très juif égyptien. C'est vrai. Et puis, je me rends compte aussi, les réseaux sociaux, c'est formidable pour mettre en liaison les gens, mais c'est un instrument tellement dangereux aussi de haine, de méfiance, de médisance aussi, n'est-ce pas? Enfin, toutes ces fausses idées qui peuvent circuler dessus. Voilà, je me méfie un peu de tout ça quand même. Merci Paula Jacques, c'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, et mon invité aujourd'hui était Paula Jacques pour son livre Mon oncle de Brooklyn, paru aux éditions Flammarion. Bon dimanche à tous.